Il court dans la savane, il traverse les forêts épaisses et brave les étendues glacées. Les zèbres pestent à la lisière des plaines, les éléphants percent la brousse, et les oiseaux prennent leur envol avec les montagnes à l'horizon. Les hyènes sentent le sang à des kilomètres à la ronde, les lions attendent dans les prairies, et le léopard disparaît dans la forêt dense. Jamais un habitat n'a été aussi diversifié. Voici le Kilimandjaro et la faune du toit de l'Afrique. Ici, l'immense savane prend fin, et un imposant écosystème, unique sur la planète, s'élève. Ici, les montagnes touchent le ciel, les forêts se dressent comme des barrières infranchissables, et en quelques kilomètres, la plaine chaude se transforme en glacier glacé. Dans les plaines, les girafes, bêtes élancées, broutent les acacias, tandis que les buffles d'Afrique, créatures aussi sombres que la nuit, broutent les derniers vestiges de la savane. À la fin de ce que l'on croyait être une plaine sans fin, une épaisse forêt tropicale apparaît à l'horizon. Les babouins olivâtres et les singes colobes ne tardent pas à transformer ce riche écosystème en leur propre paradis. Cependant, à travers l'épaisse végétation, une silhouette apparaît et met fin à tout espoir de survie. Le léopard, prédateur suprême de cet écosystème isolé, traque sa proie dans l'ombre sans se faire remarquer, mais représentant un signe de malheur imminent. Les oiseaux fuient vers les cieux à la vue de la silhouette du prédateur sauvage, tandis que les dictées courent à toute allure dans les buissons. À la lisière des forêts tropicales, où les hautes herbes constituent une cachette idéale, le chat serval, un tueur minuscule mais impitoyable, se déplace lentement, attendant qu'une autre créature vivante s'approche de son habitat isolé. Traversant la lande inhospitalière, à des milliers de mètres d'altitude, où l'air est difficilement respirable et où les falaises inondent le paysage, le majestueux gypaète barbu s'autoproclame maître de la montagne, observant l'infini de cet écosystème sauvage. Situé au nord-est de la Tanzanie, au milieu de l'Afrique de l'Est sauvage, le Kilimandjaro est une montagne de quelques 5891 mètres d'altitude, formée par 3 volcans endormis. Avec une hauteur de près de 6 km qui la fait presque toucher le ciel, cette imposante montagne est la plus haute montagne autoportante du monde. Émergeant des entrailles de la Terre il y a plus de 2 millions d'années, le Kilimandjaro se dresse comme un géant endormi au milieu de la plaine africaine. Les hauteurs abyssales de la croûte terrestre créent un écosystème différent à chaque altitude, avec une savane infinie, des forêts tropicales denses, une lande sereine, un désert alpin silencieux et des glaciers glacés au sommet de la montagne. Chaque paysage de cette imposante montagne est une remise en question de notre présence sur la planète. Dans ce mélange de biomes, où les hauteurs dominent la vie, les températures sont un véritable reflet de l'altitude. Alors que le bas des pentes oscille autour de 30 degrés Celsius, le thermomètre descend à moins 20 degrés Celsius sur le sommet glacé. Situé au milieu de la zone de convergence intertropicale, le climat de cet écosystème complexe alterne entre saison sèche et saison des pluies, l'altitude jouant bien sûr un rôle important. Pendant la saison des pluies, des précipitations torrentielles animent la savane et la forêt tropicale environnante, verdissant la base de l'imposante montagne, tandis que le paramo disparaît dans un épais brouillard et que le désert alpin et le sommet sont balayés par les chutes de neige. Alors que les températures négatives au sommet de la montagne éliminent tout espoir de vie, à quelques milliers de mètres du sommet, la nature offre un décor sans précédent à la faune, avec des zèbres qui broutent, des éléphants qui dévorent des arbres entiers et des buffles qui profitent des meilleurs pâturages. Bien sûr, même dans un écosystème où la réalité se mêle à la fiction comme le Kilimandjaro, les espèces sauvages n'échappent pas à la loi de la nature, qui veut que l'on soit prédateur ou proie. Et au milieu de cet habitat diversifié, aucune espèce n'est moins susceptible de devenir une proie que les glorieux rois de la savane. Dans les plaines, là où les hauteurs du Kilimandjaro n'ont pas fait de ravages dans leur biome chaud et accueillant,
les meutes de lions profitent de l'abondance apportée par les pluies pour semer la terreur chez les herbivores et, au passage, s'emparer d'une juteuse proie. Si la forêt tropicale représente une barrière infranchissable pour ces félins, les limites de la savane, où ces deux biomes se rencontrent, sont toujours de leur ressort et ces prédateurs voraces le font savoir à toute proie potentielle qui croise leur chemin. Vivant en troupeau de 10 à 15 félins, seule une grosse proie peut assouvir le désir démesuré de viande de ces habiles prédateurs. Bien que la tâche d'apporter la nourriture au troupeau soit généralement confiée aux femelles, en raison de leur plus grande agilité et de leur capacité à passer inaperçus lorsqu'il s'agit de chasser de grosses proies, le mâle alpha peut être impliqué dans cet exploit. La tactique est simple, mais efficace. Lorsqu'il traque des proies de taille considérable telles que la girafe, le zèbre ou le buffle, les félins préparent leur embuscade avec la plus grande discrétion, en prenant soin de faire le moindre mouvement pour ne pas donner d'indication de leur présence. Pendant que la proie se distrait en broutant, les lions peuvent presque goûter le festin qu'ils s'apprêtent à dévorer. Pour assurer le succès de leur chasse, les lionnes, habiles stratèges, restent en communication constante, même lorsqu'elles traquent silencieusement leur proie. Par de subtils mouvements de la tête, des oreilles et de la queue, elles avertissent leurs compagnons de chasse de l'emplacement de la proie et de la stratégie à suivre. Au plus près de la cible, et alors que tous les chasseurs sont en position, l'alarme est donnée et les félins sortent de leur cachette, surprenant les malheureuses proies qui, en quelques secondes, se retrouvent complètement assiégées par ces prédateurs voraces. Parfois, dans le chaos de l'embuscade, la victime parvient à se glisser momentanément hors du piège, et les chasseurs se lancent dans une brève poursuite qui se termine inévitablement par la capture de l'herbivore par les lionnes avec leurs griffes acérées et son envoi vers son destin avec leurs redoutables morsures. Si le mâle alpha n'a pas participé à la chasse, sa présence ne se fait pas attendre lorsque les lionnes ont tué l'animal et que le festin est sur le point de commencer, car, en tant que roi de la fierté, il impose son pouvoir en servant avant tout le monde. Parfois, la présence de l'alpha peut s'avérer utile lorsque les lionnes ont chassé de grosses proies, car il participe souvent activement à la défense du repas, surtout lorsque des charognards comme les hyènes veulent venir prendre leur part. Bien qu'une lionne de plus de 100 kg soit un ennemi plus que redoutable pour les envahisseurs carnivores, la présence du flamboyant alpha empêche souvent les hyènes d'oser s'approcher, car elles savent qu'un mâle géant de près de 200 kg ne mâchera pas ses mots et tuera sur le champ quiconque viendra s'immiscer dans leur nourriture. Après un repas copieux, tout le troupeau se repose généralement à l'ombre d'un arbre feuillu. Se reposant jusqu'à 20 heures par jour, ces félins gardent toute leur énergie pour la chasse. L'alpha ne ménage pas son énergie lorsque les femelles de son grand troupeau sont en chaleur et qu'elles commencent à émettre des signaux olfactifs et des vocalisations pour indiquer au mâle qu'il est disponible pour l'accouplement. L'alpha, qui ne laissera pas passer cette occasion, apparaît sur la scène et suit immédiatement la femelle fertile pour la monter. Copulant jusqu'à 40 fois en une journée, le mâle s'assurera de propager sa lignée à travers autant de femelles que possible. Comme, par mécanisme de survie, toutes les lionnes en âge de se reproduire ont tendance à entrer en chaleur en même temps, l'alpha a quelques jours bien remplis devant lui. Une fois sa tâche accomplie, le mâle épuisé n'a plus qu'à attendre que la nature fasse son œuvre, et la graine qu'il a semée, en 110 jours seulement, donnera naissance à de nouveaux petits pour le troupeau. Lorsque les petits approchent de la naissance, la mère s'isole du reste du troupeau, dans un endroit sûr où elle peut cacher les petits des dangers qui entourent le Kilimandjaro. En général, un fourré ou une petite grotte est l'endroit idéal pour accueillir les petits. Avec la naissance d'1 à 4 petits pesant environ 1,5 kg, la mère doit assumer l'entière responsabilité des soins apportés aux petits. À la naissance, les petits sont complètement aveugles et incapables de marcher. Ils sont donc loin de pouvoir se débrouiller seuls. Pendant les premières semaines de sa vie,
la mère choisit de garder ses petits à l'écart du troupeau, les nourrissant avec son lait nutritif et les déplaçant constamment pour éviter d'attirer les prédateurs. Alors qu'ils deviendront des félins majestueux qui imposeront leur volonté aux autres espèces de l'écosystème, ils sont, à leur jeune âge, des proies faciles pour les hyènes et les léopards, et même des mammifères comme les buffles d'Afrique n'hésiteront pas à tuer ces jeunes oursons avant qu'ils ne deviennent leurs bourreaux. L'un des plus grands défis pour cette mère dévouée est le moment de la chasse, car bien que les petits ne mangent pas de viande, elle doit rester forte pour continuer à produire du lait et être en mesure de les protéger. Habituée à chasser en troupeau, la femelle doit se débrouiller seule en ciblant les proies vulnérables comme les veaux ou les animaux blessés. Ici, gazelles, phacochères, zèbres et gnous ne sont pas en reste. Lorsque les chiots atteignent l'âge de 6 à 8 semaines, la mère décide de les intégrer progressivement dans le troupeau, où ils feront peu à peu connaissance avec les autres membres de la harde. Si, au même moment, d'autres femelles arrivent avec des petits, le processus d'adaptation des petits est beaucoup plus facile, et, en quelques jours seulement, ils commencent à jouer avec leurs demi-frères et sœurs en toute insouciance. Bien que la relation avec les adultes puisse être un peu difficile, et que dans les premiers jours, ils préfèrent s'approcher uniquement de leur mère, au fil des jours de leur incorporation au troupeau, ils peuvent même essayer de jouer avec d'autres adultes. Tandis que les petits rejoignent lentement la vie du troupeau, apprennent à connaître le monde sauvage qui les entoure et goûtent à la viande pour la première fois, non loin de là, des géants lèvent les yeux vers les arbres à la recherche de leur aliment préféré. Bien qu'elles paraissent minuscules à côté du majestueux Kilimandjaro, les girafes sont, avec près de 6 mètres de haut, les animaux terrestres les plus grands. Alors que les lions utilisent les vestiges de la savane entourant le Kilimandjaro pour se cacher et traquer leurs proies, ces mammifères trapus profitent de l'abondance des grands acacias pour brouter à l'aide de leurs longues langues préhensiles. Contrairement aux rois de la savane, qui vivent en grands troupeaux cohésifs où les liens sociaux sont étroits, les girafes vivent souvent en groupes dont les membres changent en quelques heures. Étonnamment, les mâles de cette espèce ont tendance à être extrêmement sociables entre eux, formant des groupes de célibataires où ils établissent une hiérarchie de dominance. Et bien sûr, quand on a un cou musclé de plus de 2 mètres de long, il faut s'en servir pour montrer aux autres membres du groupe qui est le chef. Lorsque 2 hommes se croisent avec l'intention de diriger un groupe de célibataires ou de se disputer le droit de procréer, la terre tremble devant un duel où s'affrontent 2 géants de plus d'1 tonne. Au cours des combats, ces énormes bêtes utilisent leurs coups massifs comme une massue pour frapper leurs adversaires avec une force impitoyable. Un seul coup peut blesser gravement un adversaire, le mettre hors de combat et contrarier ses intentions d'être le mâle dominant du groupe. La plupart du temps, les girafes ont un comportement pacifique et sociable. Mais pour les mâles, lorsqu'un groupe de femelles en chaleur se trouve à proximité, tout ce pacifisme est abandonné et seul le plus fort reste en lice avec un tel enjeu. Après une journée riche en combats, où le mâle dominant a défendu sa position privilégiée, le soleil se couche et les girafes se préparent à une sieste absolument revigorante qui ne dure pas plus de 10 minutes. Alors que les autres espèces vivant dans les environs du Kilimandjaro sont plongées dans les bras de Morphée, ces géants tachetés ne dorment que 4 heures par jour au maximum, et sur de très courtes périodes. Et pour couronner le tout, ils ne sont même pas très à l'aise pendant ces courtes siestes, puisqu'ils dorment généralement debout, car soulever un long coup de plus de 2 mètres n'est pas une tâche particulièrement aisée. Reposant à la verticale, les yeux entr'ouverts, ces mammifères restent toujours vigilants, car ils savent bien que dans l'écosystème sauvage qu'ils habitent, une girafe endormie est une girafe mangée. Grâce à leur sens aigu de la vision, qui leur permet de voir à plus d'1,5 km, ces lézards peuvent éviter de faire partie du menu de la plupart des prédateurs qui sévissent dans leur habitat, en bordure de la savane, à l'endroit même où le Kilimandjaro crée une barrière verte représentée par les forêts tropicales. Si les adultes sont hors de portée des léopards,
des hyènes ou des lycaons grâce à leur taille imposante lorsqu'il s'agit de fuir une meute de lions affamés, la taille ne fait pas le poids, et ces habiles chasseurs sont tout à fait capables de s'emparer d'une proie aussi consistante qu'une girafe. A l'inverse, les jeunes veaux sont la cible d'innombrables carnivores qui ne demandent qu'à dévorer la chair tendre d'un veau. Dans un habitat aussi sauvage où la seule loi est la survie et où les veaux innocents sont parfois promenés sans aucune protection, ils sont des proies faciles et non méprisables. Bien entendu, si un lion ose s'en prendre à un petit de girafe dont la mère est à proximité, au lieu d'un bon repas dans sa gueule, attendez-vous à recevoir un puissant coup de pied sur le crâne. Les femelles prennent très au sérieux la tâche de s'occuper de leurs petits et n'hésiteront pas à réagir agressivement à tout danger pour leurs naïfs veaux, même si cela signifie qu'elles doivent se battre contre tout un troupeau de félins. Si, grâce à leurs longs coups et à leurs pattes robustes, ces mammifères aux muscles tendus peuvent se protéger contre des ennemis aussi redoutables que les lions, pour se défendre contre un ennemi beaucoup plus petit, ils auront besoin de l'aide d'une autre espèce. La fourrure remarquable des girafes abrite souvent une foule de parasites, comme les tiques, qui, en plus d'être gênants, peuvent nuire à leur santé. Pour résoudre ce problème gênant, les girafes sont aidées par des pics efficaces, qui fouillent chaque partie de leur fourrure, prenant plaisir à dévorer ce qu'ils considèrent comme des bouchées nutritives. En plus de leur donner un coup de main, ou plutôt un coup de bec, en éliminant les parasites de leur peau, les becs de canne alertent également ces mammifères longilignes de la présence de prédateurs potentiels en s'agitant, ce qui en fait des hôtes plus qu'utiles pour ces géants au long cou. Alors que les forêts tropicales luxuriantes au pied du Kilimandjaro représentent une barrière impénétrable pour les majestueuses girafes, les colobes guéreza font de cette jungle dense leur oasis personnelle. Avec leur pelage blanc distinctif se détachant sur leur fourrure noire, ces singes sont le parfait exemple de la vaste biodiversité qui hante le Kilimandjaro dans son festival de biomes. Également connu sous le nom de guéreza à manteau, il a un visage frappant encadré de fourrure blanche, ainsi qu'une longue queue se terminant par une touffe dense. Vivant en groupe pouvant compter jusqu'à 15 individus, lorsque ces singes ne se balancent pas entre les branches de la forêt dense, il est fort probable qu'ils se reposent, car ils peuvent se reposer jusqu'à 12 heures par jour. Contrairement aux girafes éveillées, les guérezas ne profitent pas de la nuit pour se reposer, préférant profiter de la lumière du jour pour accomplir les tâches de leur itinéraire chargé. Dès que le soleil dépasse le sommet du Kilimandjaro, ces primates s'envolent, quittant leurs arbres de repos pour parcourir la forêt à la recherche de nourriture. Bien entendu, ces prodigieux grimpeurs d'arbres n'ont même pas besoin de toucher le sol pour parcourir de grandes distances dans la forêt. En sautant entre les branches des arbres, les singes peuvent atteindre pratiquement tous les coins et recoins de cet écosystème verdoyant. Lorsque les colobes guéreza sont à la recherche de nourriture, il n'y a pas grand-chose à craindre, à moins d'être une feuille fraîche. L'essentiel du régime alimentaire de ces herbivores est constitué de ces feuilles nutritives qui abondent à la cime des arbres de ces forêts épaisses, de sorte que la nourriture n'est généralement pas un défi pour eux. Cependant, conscients que dans un écosystème aussi délicat et changeant que le Kilimandjaro, il n'y a pas de place pour les faux-semblants en matière d'alimentation, ces primates n'hésitent pas à se nourrir d'écorces, de bois, de graines, de fleurs, de fruits et même de terre. De même qu'en période de vaches maigres, ils peuvent s'adapter à manger pratiquement tout ce qui leur tombe sous la main. En période d'abondance, ils peuvent devenir exquis, parcourant de longues distances pour trouver des feuilles plus nutritives. En raison de la faible concurrence pour la nourriture, les groupes de colobes guéreza ont tendance à avoir une structure sociale égalitaire, où il n'y a pas de dominance ou de membres privilégiés. Ces groupes sont souvent composés d'un mâle, de quelques femelles et de jeunes. Alors que d'autres espèces de primates font de leur coexistence sur la violence et l'intimidation, ces gentils singes préfèrent passer une grande partie de leur journée à se toiletter les uns les autres. Bien qu'ils aient tendance à vivre en harmonie entre les membres d'un même groupe,
Lorsque des rencontres entre groupes se produisent, les mâles peuvent faire ressortir leur côté sauvage, défendant ce qui leur revient de droit. Le point d'achoppement est généralement représenté par une femelle ou la propriété d'une aire d'alimentation. Lorsqu'ils se font face, les mâles ont tendance à s'éloigner du combat physique et à limiter la rencontre à des parades, des poursuites et des vocalisations. En ce qui concerne les vocalisations, les guérésas à manteau n'ont pas leur pareil pour communiquer. Le mâle adulte du groupe a l'habitude de rugir très fort tôt le matin dès le lever du soleil, ainsi que lorsque les derniers rayons du soleil s'éteignent au sommet de la montagne. Ce rugissement peut être entendu à plus d'1 kilomètre de distance. Lorsque le groupe cherche de la nourriture, les capacités de communication de ces primates sont cruciales car elles leur permettent de rester en contact et de contrôler la distance à parcourir pour trouver de la nourriture. Les postures, les mouvements du corps, le toucher et les expressions faciales sont d'autres formes de communication qu'ils utilisent, créant ainsi des dialectes plus que compliqués. Alors qu'ils choisissent de mener une vie paisible en dévorant des feuilles à la cime des arbres, l'un de leurs principaux ennemis se promène en liberté dans les hauteurs. Pour l'aigle couronné, un singe de plus de 10 kg est un repas à part entière à portée de ses serres acérées. Pour échapper à ces rapaces, les colobes surveillent constamment le ciel, désignant même une sentinelle chargée de donner l'alerte en cas d'observation anormale. Si l'idée qu'en quelques secondes, un oiseau géant surgisse de nulle part et dévaste l'un des primates est tout à fait plausible. Elle est loin d'être la plus grande crainte des primates dans cet écosystème féroce dominé par un félin tout-puissant. Caché dans l'épaisse végétation, ce grand félin surgit sans crier gare et constitue le fléau des groupes de colobes. Alors que les singes sont aux prises avec le léopard sauvage, non loin de la frontière entre la savane et la forêt de montagne, une autre espèce tente de passer ses journées dans l'insouciance. Bien qu'il n'ait pas été favorisé par Mère Nature avec son apparence particulière, cela n'empêche pas le phacochère de profiter de la richesse de l'habitat du Kilimandjaro. Avec de grosses bosses sur le visage, communément appelées verrues, un corps en forme de tonneau et une seule crête de poils descendant le long du dos, ce mammifère a une apparence plutôt unique. Vivant depuis la savane du Kilimandjaro jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude au cœur de la montagne, cet habile mammifère est habitué à pénétrer dans les forêts denses où il peut passer totalement inaperçu, caché dans la végétation dense. Alors que les femelles ont tendance à vivre en petits groupes avec leurs petits, les mâles préfèrent passer leur journée dans la solitude à chercher de la nourriture et à marquer leur territoire à l'aide des glandes sébacées situées sur leur visage. Le phacochère, comme le colobe, est un autre adepte du principe selon lequel rien ne doit être gaspillé lorsqu'il s'agit de nourriture. En bons omnivores, ces cochons sauvages sont capables de dévorer tout ce qui passe à portée de leur bouche. Herbes, fruits, baies, œufs, charognes, ils peuvent même faire ressortir leur instinct sauvage en mangeant de petits mammifères. Doté d'une vue médiocre, il utilise son odorat prodigieux pour localiser facilement la nourriture, même sous les rochers. Grâce à ses défenses proéminentes, il peut fouiller et déterrer des tubercules ou tout autre aliment caché. Après une longue journée de recherche de nourriture, ce cochon se repose souvent en s'installant dans n'importe quel trou qui lui semble confortable. Bien qu'il soit un excellent creuseur, il préfère occuper les terriers construits par d'autres animaux. Pourquoi gaspiller de l'énergie à creuser quand on peut profiter du travail des autres ? Bien qu'ils soient capables de rester jusqu'à un mois sans eau pendant les mois secs, les phacochères aiment se baigner dans de petites mares de boue et dans les zones humides. Et dès qu'ils en ont l'occasion, ils en profitent pour se rafraîchir et se laver la peau. Dépourvus de glandes sudoripares, ces douches occasionnelles sont essentielles au maintien de leur température. L'un des comportements les plus uniques de ce mammifère est que, lorsqu'il vient s'hydrater dans un ruisseau, il se repose sur ses deux pattes avant.
Bien que ces parents des porcs aient tendance à mener une vie tranquille, certains mâles vivant même en harmonie les uns avec les autres, il y a parfois des épreuves de force entre eux lorsque deux mâles se défient, se donnent des coups de bélier et des coups de tête, tout en grognant et en poussant leurs adversaires avec force. C'est alors que ce qui ressemble à première vue à des verrues devient un épaississement très utile de la peau, qui leur confère une armure efficace. Si, la plupart du temps, ces affrontements ne sont qu'un simple défi et ne dégénèrent pas, il arrive que la situation échappe à tout contrôle et que l'un des cochons soit gravement blessé. Les phacochères peuvent également devenir agressifs lorsqu'un prédateur veut les intégrer à son régime alimentaire. Bien qu'ils soient généralement pacifistes, si un carnivore veut faire le malin avec ce porc, il montrera que ses défenses, qui peuvent atteindre 20 cm de long, n'ont rien d'ornemental et s'attaquera directement à l'agresseur. Alors que ces défenses proéminentes peuvent même transpercer l'abdomen d'un lion lorsqu'il est traqué par des prédateurs, la première alternative est toujours de disparaître dans la prairie ou la végétation dense. Pour éviter les ennuis, le phacochère utilise son odorat et son ouïe fine pour détecter les menaces potentielles avant même qu'elles ne s'approchent de son coin de montagne. Si ce cochon sauvage est un survivant dans un écosystème parfois hostile, il ne peut parfois rien faire pour ne pas devenir une proie. Caché dans les branches des arbres, sans que le moindre mouvement ne le trahisse, lorsque le léopard traque une proie, le verdict est déjà tombé. En tant que prédateur apex tout-puissant dans ce biome isolé, le félin se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, punissant tout ce qui se trouve sur son chemin avec ses redoutables mâchoires. Malgré un poids moyen de 70 kg, le léopard est le plus petit des grands félins. Cependant, sa petite taille par rapport à ses colosses ne l'empêche pas de dominer d'une main de fer les denses forêts tropicales du Kilimandjaro. Observant tout du haut des branches, grâce à son pelage jaune camouflé de rosettes noires, ce félin peut passer totalement inaperçu, alors que le reste des espèces sauvages n'a même pas conscience du danger qui les guette. Son corps agile et ses griffes acérées et rétractables font de ce grand félin un grimpeur né, capable d'atteindre la cime des arbres en quelques secondes. L'habitude de se percher en haut de la forêt, sans même que sa présence ne soit signalée, fait que le reste des habitants sauvages de ce coin de montagne ne sont jamais tranquilles, car en un instant, un félin géant peut littéralement tomber du ciel et les dévaster de sa morsure sanguinaire. En effet, l'une des stratégies favorites du léopard est de se cacher en haut des branches, attendant patiemment que de malheureuses proies tombent dans son piège. En bon prédateur du sommet, ce félin n'a pas d'excuse pour faire peur aux autres espèces, dévorant aussi bien les oiseaux, les singes et les serpents que les sangliers, les cerfs et les gazelles. Bien qu'il dispose d'aptitudes physiques extraordinaires telles que des griffes acérées et une mâchoire aux dents acérées, la plus grande vertu du félin en matière de chasse est sa patience infinie. Avec son regard froid et sa surprenante furtivité, sans même montrer le moindre indice de ses intentions sanglantes, le léopard passera des heures à traquer une proie ou à tendre une embuscade jusqu'à ce que quelqu'un morde à l'hameçon. Dès qu'il en voit l'occasion, ce chasseur vorace n'hésite pas une seconde à s'élancer, sautant du haut d'une branche droit sur sa proie. Avec la végétation dense à ses côtés, repousser une attaque aussi vicieuse est pratiquement une mission impossible, et le félin a une fois de plus coûté la vie à un autre habitant sauvage du Kilimandjaro. Bien que les embuscades en sautant directement sur l'humanité de leur proie soient leur meilleure tactique pour obtenir leur subsistance quotidienne, dans les endroits où les forêts tropicales entrent en collision avec la savane, cet habile prédateur n'a aucun problème à se cacher dans les prairies et à obtenir de la nourriture en attaquant sa proie à partir du sol. Capable de courir à près de 60 km/h et de sauter jusqu'à 6 mètres, peu d'espèces peuvent vivre en racontant leur rencontre avec ce chasseur impitoyable. Si dans les profondes forêts de montagne,
Le léopard est le seigneur et le maître de la chaîne alimentaire. À plus basse altitude, il ne jouit pas des mêmes privilèges, car des espèces comme les lions et les hyènes profitent de leur supériorité numérique pour harceler le félin. Bien que ces rencontres avec les troupeaux et les clans de carnivores se terminent rarement par une issue fatale, lorsqu'une proie est en jeu, le félin doit souvent rester l'estomac vide, regardant les autres profiter de l'effort de la chasse. Généralement, s'il n'est pas assez rapide pour faire monter sa proie dans les hautes cimes des arbres, il finit par en payer le prix fort. Grâce à sa force énorme et à ses talents de grimpeur enviable, il est capable de transporter des proies encore plus grosses jusqu'à 15 mètres au-dessus du sol. Là, tout en haut, la fourche d'une branche lui servira de garde-manger, où le félin pourra se nourrir tranquillement pendant des jours sans craindre d'être victime d'un vol. Une autre mesure qu'il utilise souvent pour éviter les vols est de préférer les hauteurs des montagnes, où la végétation épaisse agit comme un mur entre lui et les opportunistes qui veulent un repas à un prix aussi bas. Lorsqu'il n'envoie pas ses victimes dans le chaud abri de la mort avec sa puissante mâchoire, ou qu'il ne se repose pas tranquillement sur une branche d'arbre confortable, le félin est probablement en train de garder les limites de sa propriété. Pour éloigner ses congénères, il répand son urine et ses excréments sur l'ensemble de son territoire et laisse des griffures sur les arbres pour avertir tout intrus qui voudrait envahir son territoire. Comme le colobe guéreza, le léopard solitaire est l'une des espèces qui rompent le silence assourdissant des hauteurs du Kilimandjaro. S'il n'est pas capable de rugir comme le lion, le félin émet des cris semblables à des aboiements rudes qui peuvent être entendus jusqu'à 3 km de distance. Outre le fait qu'ils préfèrent la plupart du temps mener une vie solitaire, il arrive qu'ils soient étonnamment amicaux et qu'ils émettent un salut amical sous la forme d'un grognement ou d'un halètement lorsqu'ils rencontrent un congénère. En outre, pour montrer que, aussi féroces qu'ils soient, ils restent des chats, lorsqu'ils sont heureux, ils expriment leur joie sous la forme de ronronnements. Alors que le léopard poursuit sa vie dans l'ombre en errant dans les sous-bois, il est un géant qui, malgré ses efforts, ne pourra jamais passer inaperçu. L'éléphant d'Afrique, le plus grand animal terrestre du monde, n'est pas très doué pour se cacher. Pesant jusqu'à 10 000 kg et mesurant près de 8 mètres de haut, ces colosses sont une espèce qui reflète parfaitement la majesté du Kilimandjaro. Habitant les savanes environnantes, le passage des troupeaux de ces immenses mammifères offre un paysage sans pareil avec la brousse qui s'élève dans le ciel. Le plus grand animal terrestre de la planète et la plus haute montagne isolée du monde figurent sur la même carte postale. Marchant paisiblement sur des kilomètres à la recherche de nourriture, les troupeaux d'éléphants font vibrer la terre à leur passage. Les groupes sont souvent constitués de femelles apparentées et de leurs jeunes. Dans la hiérarchie sociale de ces géants, contrairement au lion où un mâle alpha mène la danse, c'est la femelle la plus âgée, appelée matriarche, qui guidera le destin du groupe. Bien qu'il puisse y avoir quelques mâles adultes dans ces hardes, ils choisissent souvent une vie solitaire, n'apparaissant que pendant la saison des amours, ou établissant des groupes de mâles célibataires, où la testostérone atteint des niveaux inimaginables. Pour la matriarche âgée, la tâche de régir le destin du groupe est plus une responsabilité qu'un privilège, car c'est elle qui décidera du chemin à suivre pour atteindre les sources d'eau et de nourriture. S'appuyant sur sa mémoire d'éléphant immaculé, la matriarche se souviendra des aires d'alimentation qu'elle a visitées au cours de sa vie et conduira le troupeau vers cette terre promise où il pourra boire et manger à sa faim. En bons herbivores, ces mammifères géants se nourrissent d'herbes, de plantes, de feuilles, de brindilles, de branches, d'écorces, de fruits et même de tubercules. Bien sûr, pour maintenir un corps énorme, ces énormes bêtes ont besoin de quantités considérables de fourrage, jusqu'à 200 kg par jour. Comme aucun écosystème au monde ne peut répondre à ce quota exigeant sans être décimé, les nombreux troupeaux parcourent souvent des centaines de kilomètres pour satisfaire leur appétit. Contrairement au phacochère, qui peut passer des semaines sans même savoir ce qu'est une gorgée d'eau,
Un éléphant d'Afrique adulte a besoin de plus de 200 litres d'eau pour rester hydraté, de sorte que les marathons dans les zones envahies par la végétation nécessitent quelques arrêts techniques pour se ravitailler. Grâce à leur longue trompe, les éléphants n'ont même pas besoin de se pencher pour étancher leur soif en buvant dans les zones humides et les rivières, car ils aspirent simplement l'eau dans leur trompe et l'expulsent ensuite dans leur bouche. Mais ce n'est pas la seule fonction que ces géants gris donnent à cet outil utile que leur a donné Mère Nature. Les éléphants utilisent leur trompe polyvalente pour des tâches aussi délicates que ramasser de la nourriture sur le sol ou pour des tâches qui nécessitent une force brute pure comme l'abattage d'arbres. Cet outil multifonctionnel sert d'arme pour attaquer leurs ennemis, joue un rôle important dans les relations tactiles de ces mammifères et est l'instrument responsable de leur célèbre trompette. En parlant de ce son particulier, les éléphants utilisent leur vocalisation pour communiquer avec leurs congénères, ainsi que pour exprimer leurs émotions. Ces doux géants sont l'une des espèces les plus étroitement liées à l'état sauvage. Alors que les lionnes cachent leurs petits lorsqu'elles mettent bas, les éléphants femelles présentent leurs petits au troupeau peu après la naissance. Et les adultes rendent visite aux petits qui pèsent jusqu'à 120 kg. Pour apprendre à les connaître et les saluer d'un léger contact avec leur trompe. De même, lorsqu'un spécimen est décédé, le troupeau montre son respect pour le défunt, restant même un moment auprès du cadavre. Et certains adultes, en signe de révérence, touchent le front du défunt avec leur trompe. Grâce à la taille colossale de ces géants et au fait qu'ils vivent, pour la plupart, au sein de nombreuses hardes, ils ne sont confrontés qu'à très peu de dangers dans leur paisible routine. Ce n'est cependant pas le cas des lionceaux, qui sont souvent la cible des meutes de lions, devenant souvent la pomme de discorde de ces mammifères habituellement doux qui se jettent sur les félins avec leurs longs crocs d'ivoire. Outre la mise en danger de leurs petits, ces énormes bêtes se déchaînent également lorsqu'une femelle fertile est en lice. À la saison des amours, les mâles géants gonflés à la testostérone entrent dans l'arène et s'affrontent dans un choc de montagnes vivantes pour obtenir le droit d'étendre leur lignée. Avant même d'en arriver à l'affrontement physique, ces monstres démontrent leur férocité en levant la tête et les oreilles pour paraître encore plus grands et en montrant leurs longs crocs. En outre, ils ne manquent jamais de balayer le sol avec leurs trompes. Si ces démonstrations de force et de vigueur ne fonctionnent pas, la violence reste la seule alternative pour résoudre le conflit. Pendant le combat, les deux éléphants chargent directement le corps de leur adversaire, essayant de le faire tomber ou de le blesser avec leurs défenses acérées. La durée du duel peut varier en fonction de la motivation des deux participants. Elle peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes. Grâce à leur peau épaisse qui fonctionne comme une armure, les deux adversaires sortent généralement de ces combats. Aussi intenses soient-ils, sans blessure grave, et l'un des géants finit par céder, renonçant à son intention de s'accoupler et laissant la voie libre au vainqueur. De retour dans les forêts tropicales denses qui verdissent les basses terres du Kilimandjaro, une autre espèce sauvage se fait remarquer, mais cette fois non pas par sa taille colossale, mais par ses vocalisations assourdissantes. Dès que le soleil perce l'imposant sommet du Kilimandjaro, les babouins olivâtres réveillent tout leur quartier avec leur vaste répertoire de grognements, d'aboiements, de cris et de roucoulements. Vivant en groupes pouvant compter jusqu'à des centaines d'individus, ces singes croient fermement que l'union fait la force, car c'est la seule façon pour eux de se tailler une place dans un écosystème aussi sauvage et changeant. En regardant la fourrure de ces primates, il n'est pas très difficile de deviner d'où vient leur nom, car de loin, ils apparaissent gris-vert et se fondent assez bien dans leur environnement. Outre la vie en famille, l'un des secrets de la survie de ces singes dans leur habitat isolé réside dans leur capacité d'adaptation. Tout comme ils peuvent profiter des mois d'abondance,
Lorsque les pluies colorent la forêt d'un vert profond et que la nourriture est abondante, les babouins olivâtres n'hésiteront pas à se serrer la ceinture lorsque la période de soudure arrive et que la nourriture devient un privilège plutôt qu'une nécessité. Grâce à l'absence d'excuses lorsqu'il s'agit de manger, en bons omnivores, ces primates mangent littéralement tout ce qui leur tombe du ciel. Grâce à leur capacité à se nourrir à tous les niveaux de l'écosystème, ces singes sont généralement assurés d'avoir 3 repas par jour. Alors que d'autres espèces se contentent de fouiller le sol ou de grimper le long des branches à la recherche de quelque chose à se mettre dans l'estomac, les babouins olivâtres balayent pratiquement toute leur zone d'alimentation, ne négligeant aucune pierre. Le régime alimentaire très varié de ces primates va des feuilles, des herbes, des racines, des fruits, des larves, des vers et des scorpions aux petits rongeurs, aux oiseaux et, étonnamment, à d'autres primates. Dans les moments difficiles, plusieurs de ces primates peuvent même chasser de petites antilopes et festoyer comme des rois. La recherche efficace de nourriture dans les moindres recoins du sol par les babouins joue un rôle important dans l'aération du sol en déterrant les racines et les tubercules. De même, en dispersant les graines, ces primates contribuent à la préservation de leur écosystème privilégié. Puisque dans la hiérarchie des babouins olivâtres, comme dans celle des lions, les mâles doivent quitter le groupe lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, ils sont obligés de trouver une nouvelle troupe qui les acceptera. Il s'agit bien sûr d'une manœuvre des mâles dominants pour éliminer la concurrence pour le commandement de la troupe, ainsi que pour les femelles, à la racine. Lors de la découverte d'un nouveau groupe, le processus d'intégration d'un nouvel homme dans le groupe peut s'avérer quelque peu compliqué. L'une des choses qui facilite l'intégration de l'étranger dans le groupe est l'établissement d'une amitié sociale avec une femelle. Dans ces liens quelque peu uniques, qui commencent par une affiliation non sexuelle, le mâle est chargé de protéger la femelle et ses petits, voire de faire du babysitting pendant que la mère part à la recherche de nourriture. Dans le cadre de ces relations, les babouins mâles s'attachent souvent à leurs petits, les soignent et les protègent des menaces potentielles. Bien qu'il puisse sembler que la femelle prenne l'avantage sur le mâle dans ce lien, tout est froidement calculé et, avec le temps, le couple devient inséparable, se toilettant l'un l'autre et passant toute la journée ensemble. Parfois, les mâles les plus chanceux franchissent le pas et s'accouplent avec ceux qui n'étaient jusqu'à présent que leurs amis. En revanche, ceux qui n'ont pas eu cette chance doivent se contenter de la facilité d'intégration dans le groupe que leur procure leur fidèle ami. Tout comme l'écosystème délicat du Kilimandjaro est changeant, la hiérarchie des babouins olivâtres est également dynamique et souvent, un spécimen qui entre dans la troupe avec l'aide d'une femelle devient avec le temps le mâle dominant du groupe. Bien sûr, pour occuper cette position privilégiée et avoir accès à la meilleure nourriture et aux meilleures femelles du groupe, il doit se battre en duel avec l'alpha flagrant. Comme dans le monde des éléphants d'Afrique, avant le combat physique, les deux adversaires, dans l'espoir d'éviter une effusion de sang, font de formidables démonstrations de force en montrant leurs dents, en grognant et en frappant le sol de leurs grosses mains. Dans la plupart des cas, ni l'alpha ni le challenger ne sont prêts à reculer, et un combat féroce est sur le point d'éclater au milieu de la forêt tropicale. Dans ce cas, les morsures, les griffures et les bousculades sont à l'ordre du jour, et l'un des deux primates risque d'être gravement blessé, ou du moins marqué à vie. Lorsqu'un nouveau régent prend la tête du groupe, il arrive que l'alpha déplacé reste dans la troupe, attendant sa chance de reprendre ce qui, de son point de vue, lui appartient. Alors que les majestueux babouins olivâtres se nourrissent à l'infini, dévorant tout ce qui leur tombe sous la main, l'intrépide gypaète renonce aux bienfaits d'une alimentation équilibrée, préférant se nourrir uniquement de la nourriture qui lui a donné son nom. Avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres et un poids de 7 kilos, ce rapace est l'une des espèces capables de vivre aux plus hautes altitudes sur le puissant Kilimandjaro. Délaissant les forêts tropicales, cet habitant sauvage des cieux fréquente le désert alpin de la montagne,
là même où les températures peuvent descendre jusqu'au point de congélation la nuit. Bien qu'il s'agisse d'un vautour, le gypaète barbu a une apparence sensiblement différente du reste de ces oiseaux traditionnellement charognards, car tout d'abord, il n'a pas cette tête chauve si caractéristique. Bien que le plumage de ce rapace soit blanc, surtout sur la poitrine et le ventre, il est teinté de nuances rouge-orange en raison de son habitude de se baigner dans des mares de dépôts ferreux. Un autre trait distinctif de ce vautour particulier est la présence d'une barbe plumeuse sous son bec acéré, ce qui lui a d'ailleurs valu le nom de gypaète barbu. Le plumage de la tête et le nom même de ces oiseaux donnent quelques indications sur leur régime alimentaire fascinant. Le gypaète barbu, contrairement aux autres vautours, n'enfonce pas sa tête dans les carcasses et son régime alimentaire est presque exclusivement ostéophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'os. Lorsque cet oiseau majestueux aperçoit des charognards en train de dévorer une carcasse, il sait que son repas est pratiquement assuré, car la concurrence pour ses restes est quasi inexistante. Après le festin des lions, hyènes, corbeaux et autres vautours, le gypaète débarque pour réclamer sa part. Lorsqu'il ne reste plus que de gros os, cet oiseau de proie fait preuve d'ingéniosité en prenant sa part du festin et en s'envolant vers une zone rocheuse de la montagne. Il les laisse tomber à des centaines de mètres de hauteur, mais aucun os ne résiste à la chute, et l'oiseau atterrit bientôt pour réclamer ses bouchées nutritives à haute teneur en calcium. Alors que l'on pensait auparavant que l'oiseau ne se nourrissait que de la moelle osseuse des carcasses, il engloutit en fait les os entiers, en morceaux pouvant mesurer jusqu'à 20 cm de long. Bien que les os sans la moindre trace de chair ne soient pas une nourriture particulièrement convoitée dans cet habitat de carnivores invétérés, les gypaètes barbus survolent des zones allant jusqu'à 30 km² à la recherche d'une carcasse pour en tirer leurs repas exotiques. Bien entendu, pour se nourrir d'un régime qui n'est pas du tout facile à digérer, ce rapace doit disposer d'un système digestif très spécialisé. L'estomac du gypaète est jusqu'à 100 fois plus acide que celui d'un humain, ce qui lui permet de digérer sa nourriture très dense en seulement 24 heures. Malgré son nom, cet oiseau austère dévore parfois d'autres aliments que les os nutritifs. Et lorsqu'il a l'occasion, par exemple, de prélever un morceau de viande sur une carcasse, il n'hésite pas à l'incorporer à son régime alimentaire. De même, si lors d'une de ses longues randonnées à travers le Kilimandjaro à la recherche d'une charogne, il aperçoit un petit reptile, ou peut-être une souris, ce rapace se différenciera encore plus du vautour en se chargeant de chasser sa propre nourriture. L'un des comportements les plus impitoyables de ces oiseaux, et peut-être de tous les habitants sauvages du Kilimandjaro, est de repérer une tortue sans défense. Dès qu'il l'a en vue, le gypaète la saisit dans ses redoutables serres et l'emporte à des centaines de mètres du sol, la laisse tomber et se pose sur la surface rocheuse pour ramasser les restes de son acte impitoyable. Aussi nourrissants que puissent être ces repas, plus de 80% de leur régime alimentaire est constitué d'os. Après avoir passé jusqu'à 11 heures à s'envoler dans le ciel à la recherche de nourriture, le gypaète décide, l'estomac plein, de rentrer dans sa maison douillette, généralement une grotte confortable située dans une partie escarpée de la montagne, à proximité d'une falaise d'où il peut jeter les os qu'il a ramenés chez lui. Bien qu'il jouisse d'une vue enviable depuis ses hauteurs et qu'il se trouve à des milliers de mètres de toute perturbation de son mode de vie solitaire, si les proies se font rares à proximité de son habitat, le gypaète n'y réfléchira pas à deux fois et cherchera de nouveaux horizons où il pourra se nourrir. En vivant à des milliers de mètres de la plupart des grands carnivores et en menant une vie insaisissable, cet oiseau n'a pas de prédateur naturel et peut vivre jusqu'à 40 ans. À au moins 3000 mètres de l'habitat du gypaète sauvage, là où le désert arctique glacial se transforme en savane chaude, vit une autre espèce qui broie également les os. Cependant, contrairement aux rapaces, les hyènes le font à l'aide de leurs puissantes mâchoires. Vivant en clans pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines, les hyènes sont un autre des carnivores voraces qui habitent les basses terres autour du Kilimandjaro.
Avec un corps robuste et musclé, des membres longs et forts et une mâchoire puissante, les hyènes tachetées sont la terreur de tous les ongulés qui paissent paisiblement autour de la montagne. Bien que leur réputation de charognards efficaces les précède, les hyènes sont avant tout des chasseurs qui apportent eux-mêmes de la nourriture sur la table. Travaillant en équipe, un clan de hyènes n'a rien à envier à une troupe de lions quand vient l'heure de la chasse. Contrairement aux félins qui considèrent la furtivité comme leur outil d'embuscade, les hyènes sont un peu plus rudimentaires, mais tout aussi efficaces, préférant poursuivre leur proie sur des kilomètres, jusqu'à ce que la fatigue fasse son œuvre et qu'elles finissent par céder à leurs morsures. Qu'il s'agisse de gnous, de zèbres, de buffles ou d'antilopes, aucune proie ne peut s'échapper lorsqu'un grand clan de ces carnivores affamés est à ses trousses. Lorsqu'ils attrapent leur proie, les lions sont tout à fait protocolaires et attendent que le mâle alpha se serve en premier. Dans le monde de ces carnivores, les hiérarchies n'existent pas lorsqu'il s'agit de manger, et la seule règle est qu'il n'y a pas de règle. Celui qui arrive le premier a droit à tout ce qu'il peut manger. Lors de ces festins, peu de choses sont gaspillées, et souvent il n'y a même pas de reste pour les lammergéiers affamés. Après un bon repas, le clan se met en route pour regagner le confort de sa tanière, l'estomac bien rempli. Étant donné qu'ils ont dû parcourir de longues distances pour attraper leur proie, le voyage de retour risque d'être long. La tanière est généralement une excavation en forme de tunnel avec une chambre à l'arrière utilisée pour la reproduction ou l'accouplement. Bien qu'elles soient d'excellentes creuseuses, les hyènes préfèrent profiter du travail d'autrui et occupent généralement les trous creusés par les sangliers, les lièvres et les chacals. Comme elles vivent dans une société matriarcale, la saison des amours des hyènes est l'une des plus intéressantes parmi les espèces sauvages du Kilimandjaro. Lorsque la saison des pluies remplit la savane d'herbes vertes, et donc de proies abondantes, les hyènes décident que c'est le moment idéal pour agrandir le clan, et entrent en chaleur pendant environ 2 semaines. Lorsque les femelles sont en chaleur, les mâles s'approchent d'elles avec soumission dans l'espoir que les femelles dominantes les choisissent pour se reproduire. Les hyènes tachetées ne croient guère à l'idée du grand amour et préfèrent mener une vie de promiscuité, copulant avec d'innombrables partenaires. Contrairement à d'autres espèces, où les mâles dominants sont ceux qui réussissent le mieux à se reproduire, dans la vie sociale particulière des hyènes, ce sont les mâles passifs qui finissent par s'accoupler avec les meilleures femelles. Après avoir reçu l'approbation d'une femelle, le couple se rend dans un endroit plus privé, souvent une zone couverte de végétation dense, ou à l'intérieur de la tanière, où ils copulent plusieurs fois jusqu'à ce que le travail soit terminé. Après une période de gestation d'environ 110 jours, 2 à 3 chiots pesant environ 1,5 kg naîtront. Dès leur naissance, les chiots ont un pelage brun doux, des yeux ouverts et des canines pointues d'environ 7 mm de long. Quelques heures après leur naissance, les petits sont confrontés à l'un des premiers défis de leur vie, car ces minuscules hyènes, afin d'éliminer la concurrence pour les ressources à la racine, n'hésitent pas à attaquer leurs frères et sœurs. Ces affrontements, qui peuvent sembler inoffensifs, ne le sont pas du tout et se terminent souvent par une issue fatale, emportant le petit le plus faible de la portée. C'est la loi du plus fort qui s'exprime le mieux. Bien que certains chiots, dès leur plus jeune âge, aient commencé leur vie comme des tueurs sauvages et impitoyables, le fait est que, malgré leur développement précoce, ils auront besoin des soins de leur mère pendant longtemps. Bien qu'ils soient capables de manger des aliments solides dès l'âge de 3 mois, l'allaitement est généralement prolongé jusqu'à l'âge d'1 an au moins. Pendant les premiers jours de leur vie, la mère, en tant que gardienne jalouse, ne tolère pas que d'autres adultes s'approchent de ses petits et se montre excessivement agressive à l'égard de quiconque s'approche de la tanière. Comme les tanières sont généralement communes, une tanière peut souvent abriter jusqu'à 20 petits. Cependant, chaque femelle est responsable de la garde exclusive de ses petits. Après 1 an de soins méticuleux de la part de la mère, les petits auront été intégrés à toutes les tâches du clan, y compris la chasse, où ils démontreront tout ce qu'ils ont appris de leur mère.
Bien sûr, si, alors qu'elles se reposent paisiblement à l'ombre d'un arbre, elles sentent l'odeur inimitable de la viande fraîche, c'est très probablement parce qu'il y a une proie à voler. Et là, les hyènes prouveront qu'un charognard restera toujours un charognard. La même saison des pluies qui a conduit les hyènes à agrandir leur clan offre aux majestueux zèbres d'interminables champs de verts pâturages sur le versant nord de la montagne. Face à un tel gâchis de dame nature, ces équidés rayés, n'ayant pas de temps à perdre, se mettent à dévorer toute l'herbe qui recouvre la savane. Alors que certaines espèces vivant sur le Kilimandjaro, comme le Colobe guéreza, s'efforcent de consommer les aliments les plus denses sur le plan nutritionnel, les zèbres ne se soucient pas de ce qu'ils mettent dans leur bouche et ne sont pas du tout difficiles à manger. Si cette habitude est bien appréciée des gnous et autres herbivores qui prélèvent les meilleures herbes en se nourrissant d'herbes de faible valeur, ces équidés ont besoin d'ingurgiter de grandes quantités de fourrage. En une seule journée, ils parcourent jusqu'à 20 km, dévorant ainsi quelques 9 kg de nourriture. Tant qu'il y a de l'herbe, ils suivent un régime strict, mais lorsque les champs d'herbe commencent à s'épuiser, une feuille ou une pousse ne leur fait pas défaut. En tant que bons équidés, les zèbres sont des animaux extrêmement sociaux, qui apprécient la compagnie des autres et tissent des liens étroits entre eux. Les zèbres vivent généralement en groupes appelés harems, où un mâle dominant vit avec jusqu'à 6 juments et leurs jeunes poulains. Comme les équidés sont conscients de la présence d'innombrables prédateurs à proximité de leur habitat et désireux de s'en prendre à eux, ils sont bien préparés à faire face à n'importe quelle attaque. Lorsque des clans de hyènes assoiffés de sang traquent un harem, la stratégie est simple, mais efficace. Les juments sont regroupés en cercle, abritant les poulains à l'intérieur, tandis que l'étalon est chargé de chasser les carnivores. Bien que les hyènes soient extrêmement agressives et capables d'assiéger leur proie jusqu'à l'épuisement, les zèbres sont loin d'être désarmés. Un seul coup de pied de ces robustes équidés peut faire fuir les prédateurs tels que les hyènes, les chiens sauvages, les léopards et même les lions. Bien qu'un puissant coup de pied puisse résoudre presque tous les problèmes rencontrés par les zèbres dans leur quotidien dans cet écosystème sauvage, la plupart du temps, ils choisissent d'éviter les conflits avec les prédateurs en restant vigilants grâce à leur vision prodigieuse et à leur ouïe développée. Dès qu'il aperçoit un prédateur désireux de le manger, le troupeau, qui dispose de l'immensité de la plaine, bat intelligemment en retraite pour éviter le conflit. Compte tenu de leur ressemblance avec les chevaux, les zèbres sont capables de marcher, de trotter, de galoper et de s'élancer. La vitesse maximale que ces animaux rayés peuvent atteindre est de 55 km à l'heure, rythme qu'ils maintiennent sur de longues distances. Lorsqu'un zèbre est poursuivi par un prédateur, pour échapper à son attaque, il effectue souvent des mouvements en zigzag pour le désorienter. Si le carnivore commet la grave erreur de tomber juste derrière les pattes arrière de l'équidé, un coup de pied peut mettre fin à la poursuite, montrant ainsi au prédateur qui est le patron. En plus d'avoir une très bonne ouïe, les zèbres disposent d'un vaste répertoire de vocalisation qui leur permet de communiquer avec leurs congénères. Par des hennissements et des gémissements, ces équidés affichent un dialecte complexe, où interviennent non seulement les vocalisations, mais aussi les postures du corps et les mouvements des oreilles. La fourrure de ces mammifères, loin d'être décorative, leur offre un certain nombre d'avantages dans leur vie quotidienne. Tout d'abord, lorsqu'ils fuient leurs prédateurs, les rayures noires et blanches confondent leurs poursuivants à tel point qu'ils ne connaissent même pas les limites de chaque proie. En plus de désorienter les carnivores, les couleurs alternées du pelage de ces équidés constituent une défense importante contre les mouches et autres insectes piqueurs, car ils évitent de se poser sur des surfaces présentant des motifs rayés. De même, lorsqu'ils luttent contre la chaleur oppressante de la savane, les rayures créent des courants d'air qui aident ces équidés à se rafraîchir. Après avoir prouvé sa puissance en repoussant les féroces hyènes de son harem, l'étalon a intérêt à reprendre des forces. Car avec la saison des amours qui approche, il y aura plus d'un mâle pour lui disputer sa place dans la meute.
Lorsque deux étalons se croisent au milieu de la savane, le mâle contestataire s'approche du dominant en touchant le nez de son adversaire ou en lui frottant le dos, en signe d'intimidation. Si aucun des prétendants ne recule, l'altercation est inévitable, et les deux étalons attaquent leur ennemi en le mordant directement au cou et en lui donnant de puissants coups de pied. Le vainqueur conserve le harem, du moins pour l'instant, et tous les avantages liés à la présence de 6 juments à l'approche de la saison des amours. Alors que les zèbres continuent de brouter et que l'étalon attend avec impatience le début de la saison des amours, sur les hauteurs, à quelques 4000 mètres d'altitude, là où les épaisses forêts tropicales se transforment en prairies sordides, un félin avance en préparant soigneusement son embuscade, mais cette fois, il ne s'agit pas de l'impitoyable léopard. De taille minuscule, l'agile serval vit dans la solitude des hauteurs du Kilimandjaro, là sur une frontière invisible où les derniers vestiges de la vie animale montrent leur côté le plus sauvage. Avec une silhouette élancée, pesant à peine 18 kg, et une petite tête aux grandes oreilles, le chat fauve est l'une des espèces qui trouvent dans les biomes mixtes du Kilimandjaro un habitat confortable. Avec sa robe jaune d'or tachetée de noir, il est presque impossible de ne pas penser à ses grands-parents en regardant ce chat compact. Bien que plus petit, il ne faut pas se laisser tromper par la taille de ce félin, car c'est un chasseur né, prêt à faire respecter sa place dans la chaîne alimentaire, dans un habitat aussi isolé où il se présente comme un prédateur sanguinaire. Bien qu'il soit pratiquement impossible de chasser de grosses proies, notamment parce qu'elles n'atteignent même pas son coin isolé de la montagne, les petits rongeurs, les oiseaux, les grenouilles, les reptiles et les insectes peuvent témoigner de première main des prodigieux talents de chasseur de ce félin longiligne. Grâce à son corps élancé et à ses pattes étonnamment longues pour sa taille, le serval est capable de faire des bonds de 2 mètres dans les airs et d'atteindre des vitesses étonnantes jusqu'à 80 km/h. En bon félin, imitant ses parents plus robustes, la stratégie préférée de ce chasseur agile est l'embuscade. Grâce à sa fourrure camouflée et à ses compétences avancées en matière de furtivité, ce chat disparaît dans les prairies et, à l'aide de sa vue perçante et de son ouïe fine, détecte l'approche d'une proie potentielle. Dès qu'il en a l'occasion, le serval se jette sur sa victime d'un seul coup de patte, la saisit avec ses griffes acérées et, si nécessaire, lui donne le coup de grâce en la mordant. Comme la plupart de ses proies ne pèsent pas plus de 200 grammes, ce félin chasse généralement plusieurs fois par jour. Heureusement pour lui, mais malheureusement pour les rongeurs du Kilimandjaro, le serval a une efficacité de chasse de plus de 50%, ce qui le place au-dessus de ses cousins plus grands. Bien que très froid et calculateur pendant la chasse, à l'heure du repas, ce félin se laisse souvent emporter par la précipitation et finit par s'étouffer et régurgiter sa nourriture. Bien que la plupart du temps il dévore sa proie en quelques secondes et l'avale en une seule bouchée, parfois, dans une sorte de jeu macabre, le félin s'amuse à faire souffrir sa proie, la laissant s'échapper sur quelques mètres pour la capturer à nouveau, jusqu'à ce qu'il se lasse et finisse par la dévorer. Une fois ses besoins alimentaires satisfaits, ce chat sauvage se repose généralement pendant la journée dans un endroit ombragé, se toilettant et prenant soin de son beau pelage. Une autre des tâches de ce félin est de marquer son territoire, car, bien qu'il vive dans un habitat aussi isolé, rien ne garantit qu'un autre chat sauvage ne sera pas intéressé par l'occupation de son coin de montagne. Pour cela, en bon félin, il n'y a pas d'autre moyen que de répandre ses excréments et son urine le long des limites de son territoire. Bien qu'avant tout visiteur, le fauve préfère profiter de sa solitude, lorsqu'une rencontre entre deux spécimens a lieu, elle ne dégénère généralement pas, les deux félins préférant éviter une telle effusion de sang et poursuivre leur chemin là où ils sont venus. Le fauve n'en sort généralement pas indemne lorsqu'il s'enfonce dans les basses terres des forêts tropicales de montagne, où ce félin perd sa place de prédateur tout-puissant au profit du vorace léopard. Compte tenu des disparités physiques évidentes, c'est parfois le plus petit qui en pâtit, devenant la proie d'un proche parent.
Pour échapper à la morsure du léopard, le serval a tendance à rester plus haut dans les montagnes, où les observations de ses lointains cousins sont presque inexistantes. Si, dans un corps à corps avec un léopard, le fauve n'a aucune chance de survie, le plus grand prédateur de ce félin minuscule mais majestueux est malheureusement l'homme. La dégradation de l'habitat de ce petit félin sauvage, ainsi que le commerce illégal de la fourrure, ont réduit les populations de serval dans toute l'Afrique, y compris dans un écosystème qui, il y a quelques années encore, était considéré comme vierge, comme celui du Kilimandjaro. Mais c'est loin d'être l'un des plus grands défis auxquels est confrontée la plus haute montagne d'Afrique. En raison des effets du changement climatique, le Kilimandjaro perd les glaciers de son sommet à un rythme effrayant. Selon les estimations, d'ici 2040, la montagne perdra toute sa couverture neigeuse, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de cet écosystème délicat. La diminution des précipitations qui en résulte est l'un des effets directs qui se font déjà sentir dans tous les biomes de cette montagne colossale. Dans la savane et les forêts tropicales environnantes, en particulier, les précipitations sont essentielles à la subsistance de millions d'habitants sauvages. Sans les pluies torrentielles de la saison des pluies qui arrosent ces terres, les espèces herbivores seraient forcées de migrer vers d'autres destinations, et avec elles, c'est toute la chaîne alimentaire de cet écosystème biodiversifié qui s'effondrerait. Outre les défis posés par le changement climatique, de nombreux autres habitants sauvages du Kilimandjaro sont confrontés à une lutte personnelle pour leur survie en raison des activités humaines. La conversion des terres à l'agriculture et, directement, la déforestation de vastes étendues de savane ont entraîné la migration d'espèces telles que les zèbres, les girafes et les gnous. Le braconnage est une autre de ces pratiques qui déciment certaines populations d'espèces sauvages, comme les hyènes et les éléphants. Dans le cas de ces mammifères géants, les braconniers, dans une guerre acharnée pour l'ivoire de leur défense, dans un élan de sauvagerie, ôtent la vie à l'une de ces majestueuses créatures. Pour les félins redoutables tels que les lions et les léopards, l'histoire n'est guère différente. Les adultes sont cruellement chassés et les petits sont vendus sur le marché noir comme animaux de compagnie exotiques. Même le gypaète barbu solitaire n'est pas épargné par les interférences humaines dans son habitat. En effet, cet oiseau indomptable est victime de l'empoisonnement de ses proies ainsi que du braconnage, ce qui l'a conduit à être inscrit sur la liste des espèces quasi menacées. Malgré tous ces aléas, la bonne nouvelle est qu'il est encore temps d'inverser les effets de ces pratiques sur un écosystème aussi riche et vaste que le Kilimandjaro. Grâce à des changements visant à préserver les espèces sauvages, il est possible de redonner à ce lieu sa splendeur d'antan et de faire en sorte qu'il reste un havre de paix pour la vie animale et une merveille de la nature. Les histoires de lutte, de survie et de férocité des habitants sauvages du Kilimandjaro vous ont-elles émerveillé ? Alors n'oubliez pas de nous laisser votre j'aime, ainsi que votre commentaire sur l'animal que vous avez préféré. De plus, si vous souhaitez contribuer à la préservation de cet écosystème unique au monde, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur la cloche de notification et en partageant cette vidéo avec vos amis. À la prochaine fois, nous vous raconterons d'autres histoires de vie sauvage.